Donc, je vais expliquer donc la première version d'un modèle néoclassique, entre guillemets macroéconomique. Pourquoi entre guillemets? Parce qu'on ne parlait pas de macroéconomie à cette époque, mais plus tard, il est considéré comme étant... Ah bon? Pourquoi, merde, il ne marche pas? Alors, oh. Allô? Bon, oh bah, ça marche maintenant. OK. Donc, je reprends. Le but ici, c'est d'expliquer la version walrasienne, on dit, du modèle de la macroéconomie néoclassique. On parle donc, du modèle d'équilibre général walrasien ou de Walras. C'est-à-dire que vous le trouverez dans tous les livres. Vos camarades d'économie farcissent ce modèle au moins 3 fois dans leur cursus. Il faut qu'ils le comprennent. Surtout qu'il a été ressuscité récemment grâce au développement des ordinateurs. Ce modèle de Walras, il est complètement impossible à mettre en œuvre dans la réalité. Et ce n'est qu'avec le développement des ordinateurs qu'on a aujourd'hui construit ce qu'on appelle des modèles d'équilibre général calculables. C'est le modèle d'équilibre général de Walras, mais calculable, c'est-à-dire capable, comme les modèles keynésiens, d'être calibrés, mesurés, permettent de calculer les PIB, l'emploi, le taux d'intérêt, tout ça. Et donc, le dernier écrit, le nec plus ultra de ce modèle, c'est DSGE, comment il s'appelle, c'est le Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. C'est le dernier écrit, mais tous partent, sont le même aïeul, le même grand-grand-père, Jean-Baptiste Say et Walras. Donc, ce que je vais expliquer, ça, voilà. C'est ce qui est utilisé aujourd'hui dans beaucoup de banques, beaucoup d'instituts, celui-là, DSGE, modèle dynamique stochastique général de l'économie. Bien sûr, c'est une foutaise. Une foutaise, mais bon. Il y a des gens qui se le tapent, ils l'étudient. Donc, à opposer au modèle keynésien, n'est-ce pas, de la macroéconomie. Donc, ce que je vais expliquer, moi, c'est ça. La première version du modèle néoclassique. La deuxième version, c'est celle-là. C'est celle-là, la deuxième version. Je vais vous envoyer un document qui est une version qui a été proposée par les néoclassiques pour être une alternative au modèle macroéconomique keynésien qui est sorti après-guerre, donc avec Keynes. OK? Donc, le modèle d'équilibre général de Walras, son intérêt pour nous, c'est juste pour comprendre comment il est construit et comprendre comment fonctionne l'économie dans l'esprit des néoclassiques. C'est ça le but. Le but de ce modèle,
Ce modèle se présente d'abord comme, voilà, vous vous rappelez les principes que j'ai mis ici. Voilà, les quatre règles. La dichotomie, les deux piliers, c'est-à-dire les deux lois, et le principe de neutralité. C'est ça qu'on va retrouver dans le modèle d'équilibre général de Walras. Donc, ça part tout d'abord par l'approche dichotomique. Et ce modèle divise l'économie en deux blocs. Un bloc qui s'appelle la sphère réelle et un bloc qui s'appelle la sphère monétaire. Vous allez le retrouver dans le modèle que j'ai présenté tout à l'heure en vidéo. La sphère réelle, c'est l'ensemble des relations qui décrivent les offres et les demandes sur tous les marchés, mais dans leur version réelle. C'est-à-dire qu'on imagine dans cette économie, regardez bien, pourquoi il est au départ intraitable, il n'est pas traitable, il ne peut pas être calculé. C'est qu'on considère que dans l'économie, il y a N biens. D'accord? N biens dans l'économie. Le Nième bien, c'est un bien qui va être la monnaie. Le Nième. C'est la monnaie. On l'écarte. On le relègue dans la sphère réelle, monétaire. Pardon. Et les N-1 biens, de 1 jusqu'à N-1. Pour chacun de ces biens, il y a un marché avec une offre du premier bien et une demande de ce bien. Et la loi de l'offre et de la demande sur chacun de ces marchés propres à chacun des biens de l'économie, la loi de l'offre et de la demande, n'est-ce pas, s'applique et équilibre ce marché. D'accord? Imaginez un bien pour tout ce que vous voulez. Donc, on part d'emblée d'une vision microéconomique propre à chaque bien. Chaque bien est échangé sur un marché avec une offre et une demande. Chacune de ces offres et de ces demandes, en réalité, dépend à la fois du revenu des prix de tous les autres biens et de alors, et de la quantité de monnaie, et la même chose pour la demande. Donc, dupliquer cette équation pour tout.
Vous dupliquez cette équation pour tout. Voilà comment est décrite la sphère réelle. Les N-1 biens qui sont des biens réels, des biens ou des services. Chacun, il a un prix relatif par rapport aux autres biens. Sa demande et son offre dépendent du revenu de l'économie, du PIB Y, si vous voulez, et des prix de tous les autres facteurs, relatifs aussi. La demande d'un bien ne dépend pas que du prix de ce bien. Elle dépend aussi du prix des autres biens. Comprenez? Si vous demandez du café, ça dépend de votre revenu, du prix du café, mais pas seulement, c'est aussi du prix du thé. Parce que si le prix du café est trop fort et que le prix du thé est faible, vous demanderez moins de café. Donc, et ça dépend aussi du prix de tous les autres biens. Ça veut dire que c'est ça qui donne l'impression d'un équilibre général. Parce que Walras ne prétend pas que chaque marché est équilibré séparément des autres, puisque le prix de celui-là se retrouve dans l'offre de. Donc, les marchés dépendent les uns des autres. Et c'est ça qui donne cette idée d'interdépendance et l'idée d'une macroéconomie. Vous comprenez? Mais sauf qu'elle part de la micro, du marché particulier. Chose qui n'est pas le point de départ chez Keynes, part pas du marché. Mais là, on est dans une logique de marché chez les néoclassiques. Donc, l'idée de Walras, c'est qu'avec cet ensemble d'équations, chacune décrivant un des marchés de la sphère réelle, les N-1, le N-ième étant celui du marché de la monnaie. Nous verrons comment la monnaie est un marché. C'est un peu choquant pour vous. Et donc, on a un ensemble de marchés de la sphère réelle qui si on complète le N-ième marché, qui est l'offre du N-ième, équivalent à l'offre de monnaie. Dans les notations, plus tard, c'est l'offre, on va l'appeler comme ça, la monnaie offerte égale à la monnaie demandée. C'est l'offre et la demande de monnaie qui dépendent, n'est-ce pas, sont des paramètres ça veut dire que l'offre est exogène, donnée par exemple par les autorités monétaires. Par exemple, quand il n'y avait pas d'autorité monétaire à son époque, il n'y avait pas de banque centrale partout dans le monde. Il n'y avait pas de banque centrale française, par exemple. Alors, c'est la quantité de monnaie qui est disponible en or et monétaire. Des pièces d'or, d'argent, tout ça. C'est un stock. C'est une quantité qui circule, elle peut augmenter. Et quand elle augmente, qu'est-ce que ça fait sur l'économie? C'est ce qu'il expliquera. Mais vous avez une offre et une demande de monnaie qui est, bien sûr, fonction aussi du niveau général des prix. Si le niveau général des prix est élevé, il faut une plus grande quantité de monnaie dans l'économie. Parce que les gens, si les prix sont élevés, ils ont besoin de plus de monnaie pour échanger. Et donc, si vous voulez, vous avez là une sphère réelle, une sphère monétaire. La sphère réelle permet de déterminer, voilà ce que j'ai expliqué les dernières fois, vous verrez aussi dans les vidéos, c'est que cette sphère réelle-là, elle permet de déterminer l'ensemble des prix relatifs.
c'est-à-dire combien vaut P1 par rapport à P2, n'est-ce pas? Elle ne donne pas le prix de quelque chose. Elle donne simplement, cette sphère réelle, le prix d'une chose par rapport à une autre. Combien vaut une table par rapport à une chaise? Combien un bœuf par rapport à un kilo de choux? C'est que des prix relatifs. Parce que dans la logique de ce modèle qui vient de Jean-Baptiste C, la logique veut que si vous introduisez la monnaie, vous compliquez, vous n'arriverez plus à comprendre le fonctionnement de l'économie et pourquoi elle s'est établie à ce niveau-là. La monnaie perturbe et empêche de regarder les véritables mécanismes économiques. Entre parenthèses, à leur époque, ça se comprend. Pourquoi? Parce qu'à leur époque, une partie de l'histoire de l'économie que vous avez peut-être vue au lycée, mais si vous ne les avez pas vues, ces notions-là, c'est normal que vous ne pouvez pas imaginer pourquoi les auteurs aussi intelligents considèrent que la monnaie est un voile et empêche de comprendre le véritable mécanisme économique. C'est parce qu'à cette époque-là, la monnaie était très manipulée. Manipulée par qui? Est-ce que vous avez vu ça dans l'histoire? Manipulée par les souverains. Non? Ça ne vous rappelle pas un peu des éléments historiques, ça, non? Non? Il fut un temps, dans beaucoup de pays du monde, en particulier en France, que, regardez bien la complication, il fut un temps, est-ce que quelqu'un a entendu parler de la livre française? La livre. Il y avait une monnaie qui s'appelait la livre. Non, ça ne vous dit rien. Quand on dit livre, on dit livre sterling, n'est-ce pas? Il y avait une livre française. Beaucoup de pays ont connu des monnaies qui s'appellent livres. La particularité de la livre, c'est qu'il y avait deux livres, dont une s'appelait la livre tournoi. La livre tournoi. Par référence à la ville de Tours. La livre tournoi, elle est très particulière. C'est une monnaie qui ne circulait pas. C'est très compliqué à imaginer à notre époque. Ça veut dire que les gens payaient avec une monnaie sonnante trébuchante, qui était des pièces d'or, des pièces d'argent, des écus, etc. Et la livre était simplement une monnaie de compte et non pas une monnaie d'échange. Vous vous rappelez les trois fonctions de la monnaie que vous avez peut-être vu au lycée? La monnaie a trois fonctions, non? La première, c'est fonction d'échange qui facilite les échanges. La deuxième, c'est étalon de valeur, n'est-ce pas? Qui mesure les valeurs des choses. La troisième, c'est fonction de réserve de valeur qui permet d'accumuler et d'avoir de l'épargne, n'est-ce pas? Et très souvent, ces fonctions n'étaient pas réunies dans la même monnaie. Il y avait une monnaie pour le compte, une monnaie pour l'échange. Et peut-être une autre pour l'avare qui veut accumuler des pièces d'or. D'accord? Et ça complique beaucoup la vie économique à cette époque. Ça compliquait beaucoup. Parce que la livre tournoi était l'unité de compte et l'unité qui était utilisée pour la rédaction des contrats. Vous savez, des contrats. Vous faites un contrat de vente, je vais payer à quelqu'un telle somme, telle date pour quelle transaction dans un an, par exemple. Ou une dette, c'est un contrat. C'était stipulé en monnaie, en livre tournoi. C'est une unité de compte qui ne servait pas au paiement, elle servait aux mesures des valeurs des choses.
Et le plus souvent, dans ces périodes-là, c'est le souverain qui s'endettait le plus pour financer les dépenses ou sanctuaires, ou surtout les dépenses des guerres. Et les contrats étaient stipulés en tournoi. Et la valeur de la livre tournoi en son nombre trébuchante en or ou en argent était décidée par le souverain. Et quand il était trop endetté, il changeait le taux de change de la livre tournoi en or. Comme ça, il baissait sa dette. Donc, ces choses-là, pour Jean-Baptiste C., ça empêche de comprendre le fonctionnement de l'économie. Vous comprenez que ce n'est pas idiot de dire ça à cette époque. Aujourd'hui, ça nous paraît... Hein? Donc, voilà pourquoi Jean-Baptiste C. disait qu'il faut écarter la monnaie. Parce qu'il y avait des changements tout le temps dans les taux de change. Tout le temps. C'est-à-dire, vous avez, comment il s'appelle, le type qui sort avec le tambour et qui annonce les décisions du souverain, sort dans la rue, comment il s'appelle? Vous voyez ça dans l'image? Il sort, il commence à tambouriner dans la rue. Le souverain a décidé, son excellence a décidé qu'on va faire ceci, cela. Et la livre tournoi, dorénavant, elle vaut tant. Donc, vous comprenez que Jean-Baptiste C. dit, pour comprendre la valeur des choses, il ne faut enlever la monnaie. Vous comprenez? Ce n'est pas idiot quand on le lit sans se rappeler de cette partie de l'histoire. On se dit, pourquoi c'est plus compliqué d'enlever la monnaie? En fait, à l'époque, ça rend les choses plus claires. Donc, c'est pour cela qu'il disait que la monnaie est un voile. La monnaie est un voile qui empêche de voir la réalité des mécanismes économiques. Donc, il faut écarter ce voile. Et c'est ça qui amène les économistes jusqu'à aujourd'hui à raisonner en réel. N'est-ce pas? Je vous ai dit, c'est peut-être pas à vous, vous vous rappelez, j'ai dit, si votre patron vous dit que je vais augmenter votre salaire de 50%, bien sûr, vous êtes content, n'est-ce pas? Mais la rationalité économique et le fait que la monnaie cache, en fait, les véritables augmentations de votre pouvoir d'achat, peut-être que vous ne serez pas content qu'il augmente votre salaire de 50% parce que l'inflation a peut-être augmenté de 100% et que vous serez perdant. Et donc, normalement, vous raisonnez en réel. Vous raisonnez en écartant la monnaie. C'est un peu logique ce que dit Jean-Baptiste C., n'est-ce pas? Donc, sauf qu'il nous demande de faire ça pour tout. Tous les mécanismes économiques, il faut écarter la monnaie d'abord. Donc, voilà pourquoi Walras, il voit l'économie comme un ensemble de marchés, N, un nombre infini, N, mais dénombrable de marchés, dans lequel N-1 décrivent la sphère réelle, tous les marchés imaginables, possibles et imaginables, et pour lesquels vous n'avez que des prix relatifs, il n'y a pas de prix en monnaie, ce sont que des prix relatifs. Ce n'est pas des prix en euros ou en dollars ou en or ou en argent. C'est des prix de combien vaut ça comparé à un autre bien. Combien vaut ce bien comparé à un autre bien. On a donc une série de prix relatifs. Et le PIB ou le revenu Y, c'est aussi mesuré en quantité ou en volume, on dit en économie aujourd'hui, et pas en euros. Donc, le raisonnement en termes réels, dans la sphère réelle, permet de déterminer que les prix relatifs. Il ne donne pas le prix en monnaie. On dit les prix nominaux. Il donne les prix réels, c'est-à-dire relatifs. Et ensuite, il nous invite à imaginer que dans cette économie, l'offre de monnaie, qui est une valeur exogène, définie de l'extérieur, c'est l'État ou la disponibilité de métaux précieux à cette époque, qui, elle, donne une idée de la quantité de monnaie en circulation dans cette économie. Et à quoi est égale
la demande de monnaie finalement? La demande de monnaie pour Walras, c'est tout simplement l'offre de biens. Cette quantité de demande de monnaie, elle est définie par l'offre de biens de l'économie. C'est-à-dire la quantité de biens Y étoile obtenue ici, dans la sphère réelle, et considère, tous les néoclassiques après lui, que la demande de monnaie, en fait, comme on le demande, regardez bien, dans les trois fonctions de la monnaie, vous avez F1 qui est la fonction de moyen d'échange, la F2 qui est la fonction de étalon de valeur, d'accord? La F3 qui est la réserve de valeur, d'accord? Vous vous rappelez, j'ai parlé de ces trois fonctions il y a longtemps, ou je ne sais pas quand, non? J'en ai parlé, non? Eh bien, dans la logique, regardez bien, faites attention à cette idée simple, mais qui est un peu éclairante pour la suite. Dans la logique des néoclassiques, c'est cette fonction-là qui est primordiale. Et celle-là qui est presque inexistante dans la logique néoclassique. C'est-à-dire que les gens ne demandent la monnaie que pour l'échange. Les gens ne demandent de la monnaie que pour l'échange. L'année prochaine, vous allez étudier les fonctions d'offre et de demande de monnaie. Et vous vous rappellerez l'année prochaine que pour les néoclassiques, la seule raison de demande et de besoin de monnaie, c'est l'échange. Ça veut dire que quand on demande de la monnaie, ce n'est pas pour la monnaie. C'est pourquoi alors? C'est pour aller acheter autre chose. Et quand tu offres, tu vends quelque chose, on te donne de la monnaie à la place. Ce n'est pas la monnaie que tu veux en fait. Tu prends la monnaie pour aller acheter quelque chose d'autre. Et donc, quand tu vends un bien, la monnaie n'est là qu'un intermédiaire. Tu vends un bien pour acheter un autre bien finalement. Donc, c'est là qu'on retrouve la logique de la sphère réelle, que les biens s'échangent contre les biens. Et la monnaie n'est là que pour aider ces transactions. Dans la logique de Jean-Baptiste Say, il dit que la monnaie est un voile et la monnaie est neutre. Il dit aussi que la monnaie n'est qu'un véhicule des échanges. La monnaie n'est qu'un véhicule des échanges. Ça veut dire que ce n'est que avec Keynes que cette monnaie réserve de valeur va avoir cette fonction-là qui est connue depuis longtemps, depuis Aristote, va avoir de l'importance pour comprendre les crises. Quand les gens, ils vendent, ils reçoivent de la monnaie et ils gardent de la monnaie. Ils ne veulent pas des biens parce qu'ils ont peur de l'avenir, ils gardent de la monnaie. C'est ça l'origine des crises. Mais comme cette fonction n'existe pas chez les néoclassiques, où elle est mise en berne totalement, donc on écarte les possibilités de crise. C'est pour ça que Jean-Baptiste Say, il explique que la loi de débouché, c'est que parce que les biens s'échangent contre les biens, et que la monnaie n'est là que pour aller acheter d'autres biens, qu'il ne peut pas y avoir de crise de surproduction. Il ne peut pas y avoir de crise de la demande.
Et donc, la demande de monnaie que vous voyez ici, c'est en fait une offre de biens. Et toute l'offre de biens qui vient ici, ou la demande qui vient ici, elle est connue dans la sphère réelle, n'est-ce pas? Avec la quantité de monnaie offerte dans l'économie, ça permet de déterminer le niveau général des prix, P. Et quand on connaît le niveau général des prix P, il est remis dans la sphère réelle pour déterminer à quoi est égal tous ces prix relatifs qui sont transformés en prix nominaux, c'est-à-dire en prix en somme. C'est comme ça qu'on détermine tous les aspects monétaires. Le Y qui est là, réel, multiplié par le niveau général des prix, il sera le PIB nominal. Donc, on a tous les principes ici. La monnaie qui est écartée au départ, après elle revient, et les équilibres réels ne changent pas, d'où la neutralité de la monnaie. La dichotomie. Le fait que ces équilibres-là, dans la sphère réelle, c'est régi par la loi des débouchés de Jean-Baptiste C. Celle-là, elle est régie par la théorie quantitative de la monnaie. Vous verrez dans la vidéo précédente que j'explique pourquoi cette équation-là, c'est tout simplement l'équation de la théorie quantitative. C'est ce que je note ici. Ici, c'est cette équation. Voilà. Ça, c'est la future. Vous aurez l'explication de ça dans la vidéo précédente. Donc, ça, c'est le modèle qui n'est pas celui de Walras, celui-là. Ça, c'est le modèle tel qu'il a été présenté et inspiré de Walras, mais surtout inspiré du modèle keynésien. C'est-à-dire, il utilise le langage de la théorie keynésienne, le langage de la comptabilité nationale. On ne voit pas un marché pour chaque bien, mais on a un marché de la sphère réelle qui est celui-là. Marché des biens et des services. Et vous avez ici l'ensemble des marchés de la sphère réelle. Et ça, c'est la sphère monétaire. On voit ici tout à fait la dichotomie. Donc, c'est ça qui implique la dichotomie. Alors, j'ai expliqué ce modèle-là. Donc, je viens de finir avec le modèle Walras, le modèle d'équilibre général de Walras, expliqué trop rapidement. Vous avez bien compris que s'il y a un marché pour chaque bien imaginable, que ce n'est pas un modèle qui peut être pratique, qui peut être calculé, n'est-ce pas? On était resté là jusqu'à l'arrivée des modèles keynésiens, qui sont d'emblée des modèles macroéconomiques, et pour lesquels on a construit des variables macroéconomiques dès le départ. Il n'y avait pas cette idée, il n'y a pas cette idée d'un marché pour chaque bien, parce qu'on est dans la logique du, non pas des marchés, mais du circuit. Et donc, on a obtenu des modèles beaucoup plus praticables
beaucoup plus calculables, pour lesquels on a construit des usines qui fabriquent des chiffres pour ces modèles. C'est ça qui fait que les néoclassiques étaient un peu jaloux. Ils ont abandonné la version de Walras, celle que je viens d'expliquer, parce qu'elle n'est pas calculable. Et ils se sont mis à construire un modèle macroéconomique dans la logique et dans l'esprit, pas dans la logique ou l'esprit, mais dans les termes, le langage de Keynes. C'est-à-dire que vous aurez Y ici, le PIB, la consommation, l'investissement et G. Ça vous rappelle quoi, cette première équation-là? Une équation fondamentale, numéro 1 du circuit, qui vient de la logique de Keynes du circuit. Ben, ils ont adopté le même langage, les mêmes catégories, le même vocabulaire, mais pour avoir un modèle qui fonctionne selon la logique néoclassique, pas selon la logique de Keynes. C'est ça qu'on appelle cette version, le modèle néoclassique. Celle que j'ai expliquée dans la vidéo précédente pour vos camarades, et j'ai dit que je ne vais pas vous accabler avec ça pour savoir comment le résoudre, comment, n'est-ce pas, quand vous font vos camarades en économie. Le but, c'est de comprendre la construction. Cette maquette de l'économie macroéconomique des néoclassiques, comment elle fonctionne. Ben, elle fonctionne selon voilà, vous verrez la vidéo, mais je vais répéter quand même quelques éléments qui sont utiles. Voilà, le modèle est devant vous. Ce modèle-là, j'ai expliqué à vos camarades une distinction entre les différents types de modèles en macro. Vous avez un modèle ici qui s'appelle un modèle structurel, ou une forme structurelle du modèle. La forme structurelle du modèle, c'est pour la distinguer d'une forme réduite, n'est-ce pas? On distingue en macroéconomie une forme structurelle du modèle et une forme réduite du modèle. Ça doit vous rappeler quelque chose au lycée, ça. Regardez ce que vous faisiez au lycée. On vous dit résoudre le système d'équations simultanées suivant. On vous dit, par exemple, AX1 plus BX2 plus C égale 0. Et une autre, ça c'est une équation en combien d'inconnus? AX1 plus BX2 plus C égale 0. Il y a combien d'inconnus là-dedans? Vous n'avez pas l'habitude de faire ça au lycée? Non. A priori, non. Ça. Bon, vous n'avez pas l'habitude de faire ça? Quand vous faites 3, x 2 plus 3x1 plus 5x2 égale 0. Il y a combien d'inconnus là-dedans? Ça ne vous parle pas ce langage-là au lycée? Plus fort? Enlève le masque, s'il te plaît. Plutôt sur le X et Y. Eh bien, on va mettre X et Y. On était plutôt sur des X et Y. 3X plus 4Y égale 0. Ça vous va, ça? Combien d'inconnus là-dedans? 2. Oh là là, vous êtes à l'aise, là. Si je mets X1 à la place d'Y, X2, c'est du chinois. Eh bien. Est-ce que vous pouvez déterminer X, Y ici? Vous ne pouvez pas, non?
Pourquoi? Parce qu'il faut autant d'équations que d'inconnus. Donc, si je rajoute une deuxième équation, n'est-ce pas? Il est possible de déterminer x et y. On a donc un système simultané, un système de deux équations à deux inconnus. D'accord? Quand vous avez un système de deux équations à deux inconnus, vous pouvez déterminer les deux inconnus x et y, n'est-ce pas? Vous connaissez ce langage-là, ça vous parle, ça? Hein? C'est pas chinois, ça, non? OK. Cette expression-là s'appelle, ça, c'est la forme structurelle du système. La forme structurelle du système. Et c'est quoi la forme réduite de ce système-là? C'est quand vous résolvez ces équations et vous déterminez x égale et y égale. Et à droite, vous ne mettez que des choses connues, des chiffres, pas des inconnus. D'accord? Ça vous parle, ça? On dit que vous avez résolu le système d'équations. D'accord? Le système d'équations résolu écrit comme ça s'appelle la forme réduite. C'est ça qu'on appelle la forme réduite. Ça, c'est la forme structurelle et ça, c'est la forme réduite. OK? Donc, dans un modèle macroéconomique, le travail consiste à transformer cette forme structurelle en déduire la forme réduite de ce modèle-là. C'est quoi la forme réduite? C'est prendre les inconnus, vous voyez ici il y a des inconnus et des connus en même temps mélangés, n'est-ce pas, dans les équations. La forme réduite consiste à déterminer uniquement les inconnus, qui sont le PIB, on va l'appeler Y étoile parce qu'il sera un équilibre, le niveau général des prix, le salaire réel, le taux d'intérêt, tout ça, c'est des variables qu'on aimerait connaître. Étoiles, si vous voulez les mettre comme ça, en fonction uniquement de choses connues. Et on dit qu'on aura résolu le modèle. C'est ça la forme réduite qu'on extrait d'un modèle, qu'on extrait d'une forme structurelle. Donc, comment tourner le modèle, c'est écrire cette forme-là, cette forme structurelle-là, qui est ici. Qu'est-ce qu'elle a de très important, cette forme structurelle? La forme structurelle, c'est qu'elle vient de la théorie économique. Elle vient surtout pour expliquer le comportement des agents. Le comportement des agents, il est décrit ici. Vous vous rappelez quand est-ce que j'ai expliqué que les modèles contiennent des équations de comportement? Ça vous dit quelque chose, ça? Vous avez des équations de comportement, des équations de définition, vous avez des équations d'équilibre, mais les plus importantes, celles qui viennent de la théorie économique, qui dit que cette théorie dit que l'agent se comporte comme ça, c'est les équations de comportement. Comment les gens, par exemple, investissent, comment les gens épargnent, comment les gens travaillent, comment les entreprises produisent. Ça, c'est des équations de comportement. Ces équations de comportement constituent la forme structurelle du modèle. Et quand on le résout mathématiquement, chose que je ne vais pas vous demander, on obtient la forme réduite, c'est-à-dire à quel niveau d'équilibre se établit l'économie, etc. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement ici et essayer de le regarder par la suite.